Rox Dixebeck. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce personnage? Je vous jure, il y a pas de chapitre ou de découpage, c'est une vidéo un peu spéciale cette fois-ci. Une review One Piece vraiment un peu spéciale, particulière parce que c'est une revue One Piece dédicacée à Rox Dixebeck. On ne peut que lui dédicacer et ce qui est complètement dingue, c'est qu'il n'apparaît que 2 cases. Il apparaît comme ça de manière sporadique, mais Oda, il lui a incorporé un tel aura monstrueux que ça suffit à nous faire rêver, à nous faire fantasmer. On essaie de jauger sa puissance. Il y a des personnes qui essayent de penser à se dire: «Mais ce personnage-là, c'est peut-être un Baggy le Clown 2, donc peut-être que tout ça, c'est du foutage de gueule». Bon, après, il suffit de regarder certaines séquences du manga, certaines pages, certains discours de personnages comme Barbe Noire, comme Roger, pour comprendre que non, c'est pas du tout ça. C'est réellement un monstre qui a réussi à rallier les pirates les plus dangereux, connus, pour nous, tout du moins lecteurs, et en peu de temps, bah, on tombe sous le charme. Bonne idée ou mauvaise idée? Rox Dixiebeck, est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou une mauvaise idée? Honnêtement, on peut se poser la question. On peut se poser la question, pourquoi? Parce que le personnage a l'air tellement incroyable, mais il vient d'une autre époque et actuellement, et je suis peut-être le seul à le penser, mais il m'intéresse plus que Barbe Noire. Alors que Barbe Noire, on manque plein d'informations sur son cas. Lui, on sait qu'il ne dort jamais. On a des informations, on sait qu'il est particulier dans le sens, il est capable de d'engloutir 2 fruits du démon et d'utiliser leur capacité de 2 fruits du démon. Marco, nous fait comprendre qu'il est vraiment spécial. Et à part ça, en l'ayant vu, et bah, Rox Dixiebeck arrive à porter un aura supérieur parce que des personnages comme Roger lui ont couru après. Parce que des personnages qui nous ont fait rêver avant de le connaître. Rêver dans le sens, Kaido sur sa puissance complètement folle, Big Mom sur sa capacité de tanker est complètement effrayante, Chitty avec le chapitre 0, le fait de débarquer tout seul à 6 heures du mat et faire une descente telle la BRI à Marineford, parce qu'ils ne croyaient pas une seule seconde au fait qu'ils aient réussi à capturer Roger. Tous ces personnages-là étaient sous la coupe ou avaient décidé de donner leur puissance à Rox, ce personnage-là, Barbe Blanche, qui pour tout fan normalement constitué, est un modèle monstrueux, dans l'œuvre. Ce qui se passe à Marineford, c'est complètement surnaturel. Le personnage, on ne peut pas ne pas l'aimer ou ne pas l'apprécier. C'est pas possible. Même si on sort des rapports de puissance, on ne peut pas se dire: «Ah ouais, Barbe», non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et pourtant cet homme-là marchait à ses côtés. Il marchait à ses côtés et il marchait à ses côtés. Je sais pas, honnêtement, est-ce que Barbe Blanche, il y a des dossiers sur lui? Rox Dixiebeck, il a une clé USB avec, je sais pas, des photos compromettantes, des histoires, cheloues pour Barbe Blanche parce que Barbe Blanche le suit, il vient de planter un enfant dans ce chapitre. Il vient de planter Loki et pourtant Barbe Blanche, le personnage qu'on connaît nous, décide de continuer à marcher. Il lui fait une réprimande, il lui dit: «Ouais, tu quand même», mais et il se prend l'affaire, mais il marche. Donc il y a le cumul de fait de savoir se mal se faire parler, même si oui, je sais que d'autres vont penser directement à la relation entre Baggy le clown et Shanks. Mais Baggy le clown et Shanks, c'est des enfants qui ont grandi ensemble. C'est une relation de frères. C'est différent, 2 frères vont s'insulter. Ils sont frères, Baggy le clown et Shanks. Peut-être même encore plus frères que des vrais frères de sang. Ils ont grandi ensemble et au point où Shanks est resté à ses côtés quand il était malade et n'a pas été sur la dernière île, le dernier voyage de son capitaine qu'il aime tant. Voilà l'amour que porte Shanks pour Baggy. Et Baggy l'aime aussi parce que Baggy était extrêmement déçu, de du choix de Shanks de ne pas directement monter un équipage pour aller à la recherche du One Piece. Parce qu'il voulait être sous ses ordres. Baggy le clown était prêt à mettre sa fierté de côté pour être sous les ordres de Shanks. Donc cet amour-là, il est fraternel. Là, à notre connaissance, à part si on apprend que finalement Rox vient de la même île que Barbe Blanche et qu'en fait ils ont un lien de frère, même si c'est pas de sang et donc Barbe Blanche l'a suivi de bout en bout, c'est pour moi la seule raison actuellement, peut-être logique,
Mais je vois pas d'autres raisons, à part un personnage complètement dingue qu'on a envie de suivre. J'ai moi-même envie de le voir, j'ai envie d'en apprendre plus sur lui. Et donc maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que est-ce que ça dessert le personnage qui est Barbe Noire? Barbe Noire qui, lui, on peut se rappeler, a récupéré la ruche, qui était le royaume de Xébec. On peut aussi se rappeler du nom du navire de Barbe Noire, qui est lié à Xébec. Donc il y a un lien fort entre Xébec. Mais Xébec m'intéresse plus. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, c'est peut-être moi qui réagis au moment, qui réagit, mais qui surréagit peut-être, plus correctement? Ou est-ce que vous aussi, vous avez cette impression de se dire: «Mais non, je Rox il est incroyable, donnez-moi Rox». Maintenant on va parler d'autres shonen aussi, liés à Rox. Je sais pas vous, mais moi, Rox Dick me fait penser à un personnage dans Naruto. Je vais même pas dire son nom en commentaire, ça peut être intéressant de voir si jamais vous trouvez le nom du personnage en question et je verrai si les gens ils sont allés jusque là dans la vidéo. C'est un piège. Un personnage qui est apparu, qui est la mère des ninjas, qui est apparu à la toute fin, qui a fumé Madara et qui a pris son rôle à la fin et qui a popé de nulle part, en fait. On avait entendu parler de ce personnage, même pas brièvement, enfin, on c'était lié à un mythe Rikudo qui est bien plus large, donc c'est sorti un peu de nulle part. Encore moins pour des lecteurs qui sont pas forcément assidus et qui analysent pas tous les chapitres, c'est encore plus sorti de nulle part et surtout qui a déclassé un personnage extrêmement badass, extrêmement croyable, Madara. Voilà, parce que pour moi, Madara, c'est le Rox. Je vous jure, j'ai le la même aura. Qui a fait tomber de son piédestal Madara pour prendre sa place, mais à mes yeux, en étant beaucoup moins charismatique et en ayant une aura moindre. Donc ça peut avoir un impact. Là, j'ai l'impression que finalement, on prend un schéma qui peut s'en rapprocher si jamais il y a retour de Xebec, sauf que là, c'est mieux fait. C'est mieux fait, je m'explique, parce que là, Xebec, sans le voir, on l'a vu. Sans le voir, on le connaît. Sans le voir, on est capable de le placer, de le situer de par les monstres qui ont construit l'univers de One Piece tel qu'on le connaît, qui gravitent autour et qui le respect, c'est pas forcément le bon mot, mais qui décident, quoi qu'il arrive, de le suivre. Quoi qu'il arrive. Et le titre de roi des pirates n'existait pas à l'époque. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le personnage qui se rapprochait plus du titre de roi des pirates, c'était Roxy Xebec, avec les informations qu'on a et si on fait tout coïncider. Donc, ce pirate-là, s'il revient à la fin et qu'il dégage Barbe Noire, un peu du même fonctionnement un peu qu'on a eu dans Naruto à la fin avec Madara qui se fait éjecter. Est-ce que vous apprécierez ça? Est-ce que finalement, Barbe Noire ne dort pas parce que c'est Rox Dixiebex qui l'en empêche? Est-ce qu'il a une particularité? Est-ce qu'il va prendre sa place à la dernière minute? Est-ce qu'il y a un lien? Ou est-ce que juste, on est sur une notion plus terre à terre, plus cohérente, plus simple et qui se comprend et qui se défend aussi très bien? On est sur il porte la volonté. Il porte la définition qu'est, la gestion du monde, le rôle du monde, le comment vivre dans ce monde. De Rox Dixiebeck et c'est la même que celle que Barbe Noire et donc il est porteur de cette volonté, comme Luffy est porteur de la volonté de Ace et est porteur de la volonté de Roger. Est-ce qu'on va aller vers ça? À vous de me dire parce qu'actuellement toutes les portes sont ouvertes. On ne peut pas actuellement dire: «Ça c'est impossible» ou «Ça c'est possible». On ne peut pas parce que, il n'y a pas eu d'éléments dans le manga qui nous permet de fermer des portes. Quand moi je vous dis: «C'est impossible que Rox Dixiebeck ait le niveau de puissance d'un Baki le Clown», c'est parce que dans la narration propre, on a bloqué, on a fermé cette porte, on l'a verrouillée, on l'a cadenassée, on a tout mis. C'est un bunker le bordel, on peut pas, on peut pas. C'est comme s'il y avait un bunker, on vous donne un couteau suisse, ouvre-le. Pas possible, ça marchera pas. Là pour moi, c'est exactement le même chose. On a Kaido. Qui le place parmi les tops des tops. Kaido, on peut pas dire qu'il se soit trompé. Il l'a vu, il s'est fait avoir, quoi. Il a utilisé de la magie. Roger, qui a forcément vu Rox Dixiebeck à Rodstar, d'après ses propos, quand il arrive à God Valley, lui court après. Ça veut dire qu'après l'avoir déjà vu, il décide d'y aller, de le confronter. Donc ça montre que oui, c'est un personnage extrêmement puissant, que Roger n'avait qu'une envie, dépasser, surpasser, et il n'a pu le surpasser qu'à God Valley. Donc ces éléments-là nous font comprendre directement que son niveau de puissance est très élevé, qu'il est extrêmement fort. Donc on peut identifier son niveau de puissance. Après, jusqu'où ça va s'arrêter, on ne sait pas. Après le reste, c'est du fantasme sur le personnage. Qui il est? Quel lien de nature il a avec qui? Pourquoi est-ce que Oda décide de le masquer, le laisser noir? S'il le laisse noir, potentiellement, c'est pour, à mon avis, 2 cas de figure.
soit il a pas d'é et c'est très simple, hein, et ça peut l'aider, voilà, ça reste une histoire, ça reste une fiction. Il n'a pas encore validé son chara-design final. C'est possible et donc jouer avec le fait de mettre une ombre, ça peut aider à, en plus, jouer un rôle de un peu avec Obito, dans Naruto, même si Obito, on savait qui il était à la fin, on s'en doutait fortement plus, le doute n'était quasiment plus permis. Bah, le fait de pas réellement savoir, ça donnait un petit truc au personnage. Est-ce que cette dose de mystère est volontaire? Est-ce que c'est juste une notion de chara-design? Ou troisième hypothèse, parce que finalement il y en a 3, est-ce que troisième hypothèse, c'est parce qu'il ressemble grandement à des traits d'un personnage connu? Peut-être Baggy le clown. Peut-être que c'est le papa de Baggy le clown. Ça changerait rien, c'est pas un problème. Mais est-ce que du coup, il est, le parent d'un personnage connu et que si on le voit, on fera un lien que Oda ne veut pas qu'on fasse actuellement? C'est possible. Pour moi, il y a ces 3 cas de figure. Je n'en vois pas d'autres. Si en commentaire, pour vous, il y a d'autres cas de figure qui expliqueraient, le scénar, qui expliqueraient exactement pourquoi est-ce qu'il est masqué, dites-le moi en commentaire parce qu'à God Valley, il aurait pu le montrer. On aurait été autant hypé. À God Valley, juste de le voir sans savoir plus sur lui, on aurait été hypé de fou. On aurait dit: «Mais donnez-nous God Valley». Donc voilà. On l'a eu très peu dans ce chapitre et pourtant ça fait je sais pas combien de minutes qu'on débite sur le personnage. Parce que ça fonctionne. Parce que ce personnage nous fait rêver. Je sais, durant la dernière Cross Guild que, Neil, du coup, n'a pas apprécié. De le voir si peu, c'est quelque chose qui l'a desservi dans sa lecture et ça m'intéresse de savoir si c'est le cas pour vous. Est-ce que ça a gâché votre lecture? Est-ce qu'au contraire, ça vous a hypé de fou? Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement de savoir. Sinon, un point important quand même, qu'est-ce qu'il est venu foutre à Elbaf? Parce qu'on va quand même revenir sur le chapitre en lui-même, au-delà de l'aura de One Piece et de l'impact sur l'univers de One Piece. La question on a le droit de se poser, il vient faire quoi à Elbaf? Et pour moi, il y a pas 15 000 solutions. Déjà, pour savoir il vient faire quoi, faut essayer de temporaliser. Dans la temporalité, on sait que c'est avant God Valley, parce que Barbe Blanche marche toujours aux côtés de Rox, Dix et Beck, donc c'est avant God Valley. Ensuite, un autre élément temporel qui permet vraiment d'essayer de caler la chose, c'est on sait qu'à l'âge de 15 ans, heu, Kaido est rentré dans l'équipage des Rox. On connaît l'âge de Kaido, donc on peut essayer de trouver. Mais sauf que là, à ce moment-là, son arrivée sur l'île, on ne voit pas Kaido. On ne sait pas il est rentré dans son équipage, on sait si c'était avant, après, on n'a pas de placement temporaire. Donc ça, c'est un peu problématique actuellement, savoir pourquoi est-ce qu'il est venu. Donc maintenant, en ayant dit ça, qu'est-ce qui reste? Pour moi, il reste 2 possibilités assez simples. La toute première des possibilités, qui peut être vachement basique, mais c'est en lien avec une lecture, avec les éléments vraiment pour rester factuel au possible et pas aller dans des rêves et des délires, de se dire: «OK, dans l'univers de One Piece, qui est intéressé par Elbaf ou qui est intéressé par ce qui est important à Elbaf?» Ce qui est important à Elbaf, à notre connaissance actuellement à l'instant T du manga, il y a l'arbre, mais finalement on sait que c'est pas le seul à travers le monde, donc je pense pas que ça soit réellement l'élément précurseur de son arrivée. Il y a quoi? Il y a les géants et on sait, du coup, que c'est tout un pan important. On sait que Big Mom, qui était une Rox, avait demandé à César, du coup et César l'avait escroqué sur la géantification, de faire des études pour créer des géants et f la géantification et du coup, elle nous le dit Big Mom, même s'il y en a qui disent elle veut remplir son Pokédex, mais initialement elle le dit si elle s'était alliée à Loki, elle aurait écrasé avec la puissance des géants le monde entier, que ça elle a cité tout le monde, Barbe Blanche, elle a cité tout le monde, Shanks, Kaido. Bon, elle a pas cité Akainu, je pense qu'elle a un problème avec la puissance. Faudrait que quelqu'un lui explique que Akainu c'est plus fort que les empereurs. Bon, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais, mais du coup, ceux qui m'ont pris premier degré en commentaire, voilà, pas du premier. Mais du coup, Big Mom, elle cherchait la géantification, mais pas que pour compléter le Pokédex, pour aussi gagner de la puissance. Et c'est pas la seule, qui elle est une ancienne Rox. Le gouvernement mondial aussi. Ils ont fait des études sur les Oni, ils ont fait des études sur la géantification. Tout Punk Hazard, c'est un lieu macabre où, un être humain que je trouve horrible, Vegapunk, je suis désolé, pour moi, c'est pas quelqu'un de bien du tout. Rien que les Séraphins, la création des Séraphins, c'est vraiment un déchet humain et ce qu'il a fait finalement, à Punk Hazard, c'est vraiment un déchet humain. Il a fait des ils ont fait des expériences sur des humains pour les géantifier et c'est juste horrible. Et donc du coup, il y a eu les résultats des numbers derrière. Donc la géantification est un sujet depuis le début, c'est précurseur dans l'univers de One Piece. Donc si on arrive sur le principe de dire que Xebec était venu rechercher la puissance des géants et venu s'allier aux géants, ça deviendrait totalement logique. Ça suivrait une narration logique, simple, et ça ne sera pas tiré par les cheveux, ça passe. Donc ça, c'est pour moi la raison la plus évidente.
Après, qui dit raison évidente ne veut pas forcément dire que c'est le cas, que c'est la raison valable et c'est exactement ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. C'est 2 éléments différents, mais en tout cas, pour moi, à mes yeux, dites-moi en commentaire si vous pensez pas comme moi, mais pour moi, c'est peut-être la raison la plus simple. Deuxième raison, le trésor. Il est venu pour le trésor de Marie-Joie. Peut-être que du coup et c'est lié aussi à au manga, hein, parce que là, tout ce que je vous dis, c'est pas une fanfiction, c'est pas un désir, c'est vraiment tiré sur des faits réels du manga. Il faut pas oublier, on va reparler de God Valley, mais c'est lié à mon propos actuellement sur l'arrivée à Elbaf, de Rox Dixebeck. Il faut pas oublier que, durant l'élément de God Valley, durant l'événement de God Valley, il y avait des fruits du démon extrêmement puissants qui ont été volés. Ils ont été volés, ils étaient mis aux enchères, pas aux enchères, mais ils étaient mis à gagner en lot de gains pour les Tenryubuto durant leur battle royale, leur chasse aux octogones. Et celui qui avait le plus gros nombre de points gagnait le plus gros lot et ainsi de suite. Et les Rocks sont arrivés, il y a eu la scène avec Big Mom, on l'a vu, durant le passage où il y avait Kuma, durant God Valley. J'ai hâte d'avoir ce flashback, on l'aura peut-être bientôt, on verra bien. Mais c'était lié aux fruits du démon. C'était lié aux fruits du démon. Donc est-ce que ces fruits du démon étaient à la ruche initialement et les vols et le vol, c'est ça, c'est lié à un fruit du démon, c'est lié à un trésor. Et donc si Rox Dixebeck, qui était le boss de la ruche, est à la recherche des fruits du démon extrêmement importants, bah, potentiellement, à Elbaf, c'est un fruit du démon, le trésor national. Il y a un trésor national qui est un fruit du démon pur, et donc il est venu pour essayer de le prendre, le récupérer. Et il est peut-être pas le personnage qu'on pense qu'il est actuellement. C'est peut-être il a planté un enfant, certes, mais il l'a pas tué. Il avait la capacité de le faire. Il a décidé sciemment de faire en sorte de ne pas le tuer. Donc peut-être que la ferme Barbe Blanche, c'est la ferme. Je sais ce que je fais. Je vais pas tuer un gamin. Et c'est pas n'importe quel gamin. Je peux t'assurer, il l'a senti. C'est pas n'importe quel gamin. Et du coup, si on tend vers ce champ-là, il a pu discuter avec Harald, essayer de négocier d'avoir ce fruit du démon et repartir sans, par respect pour les géants. Ça serait intéressant. Ce serait très intéressant que par respect pour les géants, il puisse dire non. Que Rox n'ait pas le côté vraiment: «Je suis méchant, je suis odieux, je suis qu'un monstre». Non, qu'il soit plus nuancé. Et donc il y a eu un échange avec Harald et lui à ce sujet-là. Ça peut être intéressant. On aille, vers ce qu'on aille vers là tout simplement. Et dernière possibilité, il est venu se renseigner sur Joy Boy. Voilà. Pourquoi? Parce que, Kaido nous parle de Joy Boy, à Luffy sur le toit d'Onigashima. Vous vous rappelez de ce passage, il lui parle et le problème qu'on peut avoir ou le sentiment que ça peut nous donner, c'est qu'ils connaissent Joy Boy. Après, on peut partir du principe qu'ils connaissent de Joy Boy que par King. Mais ça nous est pas compté comme ça, ou tout du moins, on ne le sait pas réellement. Donc potentiellement, et ça pourrait aller dans ce sens-là, c'est qu'il a appris ça de Rox Dixebeck. Et que Rox Dixebeck, est allé à Elbaf pour en apprendre beaucoup plus sur ce Joy Boy et qu'avec la version des textes anciens qui ont mal été traduits ou entre guillemets, où chacun a sa perception, qui a la bonne? Est-ce que c'est nuancé? Est-ce que finalement personne n'a la bonne? Est-ce qu'Oda nous donnera la réponse un jour? On verra. Et la fresque liée aux 2, il a peut-être même pas vu la fresque, mais que les propos, il est parti du principe que ce Nika, il va détruire ce monde et ainsi de suite. Il voulait devenir le roi du monde et changer ce monde à sa sauce à lui. Voilà. Il y a des hypothèses. Les hypothèses que je vous énonce là, c'est des hypothèses qui sont 100 liées à l'œuvre, au manga. Donc dites-moi en commentaire si vous, vous avez vos propres hypothèses qui sortent de ce champ-là, qui sortent de ce que je viens de vous énoncer là. C'est c'est possible. Donc je pense qu'on a fait le tour sur Rox Dixebeck, c'est pas mal, hein. Je Il y a des choses à dire, il y a énormément de choses à dire en si peu d'éléments parce que voilà, c'est la magie de One Piece, il s'est passé tellement de per il y a tellement de personnages, il se passe tellement d'aventures en amont qu'il y a des choses à dire, il y a énormément de choses à dire. Et on doit se poser la question: qui sera l'ennemi final de One Piece? Qui seront les ennemis finaux de One Piece? Pour y répondre en partie, du moins, c'est un peu trop se la péter de dire ça. C'est dans le sens pour donner mon avis plus précisément, il y a une vidéo qui sort mercredi à 17 heures sur Barbe Noire et sur son alliance entre Barbe Noire et le gouvernement mondial. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais ça tend vers l'ennemi final et j'aurais peut-être ma réponse ou ma vision à l'instant T, qui pourrait évoluer dans le temps, mais en tout cas à l'instant T, ça ça sera ma vision. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Les Mugiwara sont séparés dans le sens où Luffy, Zoro et Sanji, les 3 plus puissants, sont aux côtés de Loki et restent à ses côtés. Ça, ça me fait plaisir. J'espère qu'on va rester vraiment dans ce cadre-là. J'espère réellement que les Mugiwara présents au deuxième niveau restent au deuxième niveau et s'occupent des chevaliers divins. On y va et de toute façon, les chevaliers divins sont déjà face. Gonko est déjà en face des Mugiwara, ça y est, ça y est. Même si à mes yeux,
Elle n'est pas assez puissante pour tous les gérer, mais elle a un fruit du démon qui a des caractéristiques qui peut surprendre l'adversaire et pouvoir causer du tort et causer des problèmes. En sachant qu'elle a vu un enfant et cet enfant, c'est l'enfant de Gaban. Où allons-nous? Est-ce qu'on part sur un Gaban énervé parce qu'on a touché à son gamin et qui ressent la voix de son gamin se troubler et qui décide à tout moment d'y aller et de tout donner? Ça peut être épique. Ce qui est intéressant, c'est que Luffy et Zoro, qui ont critiqué ce «vieillard» entre guillemets, en lui disant: «Mais qu'est-ce que tu me veux toi et tout?» ne l'ont pas vu et ne seront pas présents s'il y a une masterclass de sa part. Voilà, il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs chemins que Oda peut emprunter aussi en même temps, sciemment. Les chemins qui sont que Gunko soit finalement une infiltrée. Du coup, des révolutionnaires infiltrés. Bon, il y avait la première typologie à cause des lunettes. On s'est dit comme les révolutionnaires, mais ça paraissait trop tangible et peu tangible et j'y croyais pas trop parce que je trouvais ça, voilà, un peu tiré par les cheveux. Mais à la fin, elle est fan de Brooke aussi, de sa musique. Est-ce que et là, elle va être face à Brooke. Est-ce que du coup, en fait, elle va sciemment et nous lecteurs, on va comprendre qu'elle joue à un double jeu, pas les Mugiwara et que finalement, en fait, elle va les aider sans qu'ils s'en rendent compte réellement, sans qu'ils s'en rendent compte, réellement? Ou est-ce que pas du tout? Pas du tout, c'est vraiment une merde de dragons célestes, de Tenryubito, de de chevaliers divins avec leur caractère et leur façon horrible de voir le monde et de gérer la vie humaine et donc il va y avoir une réelle confrontation. Les Mugiwara vont être surpris au début, ils vont réussir à retourner la situation par la suite et voilà, je les Mugiwara vont rentrer dans la partie. Le jeu commence réellement pour nous lecteurs maintenant. Au début, Shamrock parlait du jeu, c'était surtout pour les chevaliers divins, mais nous lecteurs, au début, c'était une mise en place. Bon, le jeu, il n'était pas intéressant à suivre en tant que tel, à l'instant T. Maintenant, il va être intéressant. Maintenant, il va être intéressant. Le compte à rebours, cette fois-ci, c'est pas une explosion, c'est pas une île qui se détruit, c'est sauver des enfants. Et ceux qui peuvent stopper ça et les sauver avant d'arriver à la fin et de perdre le jeu, c'est les Mugiwara. Les Mugiwara qui n'ont pas été réellement présents ou impactants à Onigashima grandement. Et même si Jinbei était important dans le sens où on nous a parlé de Nika en premier avec lui, vous m'avez compris. Ils n'ont pas joué un rôle majeur, à Onigashima et encore moins avec Ed. C'est leur moment. Ça y est, les Mugiwara, avant de quitter Elbaf et d'atteindre Rodstar, l'ultime île, c'est leur moment. Sanji, Zoro et Luffy ont plus que brillé. Ils font partie actuellement des pirates les plus forts du Nouveau Monde. Maintenant, il faut, bah, du coup, du monde de One Piece, vivant actuellement, ils font partie de l'élite. Il faut que ceux derrière rattrapent le wagon un peu. Là, il faut y aller. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Robin, pour l'instant tout du moins, n'y est pas. Robin a eu son moment de gloire, elle a eu son moment de puissance en réussissant à vaincre un Tobiropo, qui a montré que réellement, elle faisait partie aussi des pirates qui pesaient très lourd dans le Nouveau Monde. Quand tu arrives à vaincre un des capitaines du Nouveau Monde, c'est que t'es pas n'importe qui. Donc c'est très bien. Maintenant et Chopper est un médecin, je ne demande pas à ce qu'il combatte complètement dingue, je ne demande pas ça, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse une Marco, le Phénix, non. Il a ses caractéristiques de son côté. Par contre, j'attends beaucoup de Usopp, pas sur l'aspect puissance. Pour moi, il va pas évoluer en termes de puissance, il aura pas le HDA, mais en termes d'HDO, qu'il puisse utiliser sa ruse et développer son HDO. Ça, je l'attends. J'attends Brook aussi parce que depuis Whole Cake Island, il y a pas eu grand chose. J'attends Brook. Un moment majeur, même si ce moment-là, il est épique. Tenir tête à un empereur solo en face à face, même si tenir tête, c'est pas le bon mot. Et ce qu'il a fait, c'était incroyable. C'est vrai, vrai, pardon. Et Nami, elle est portée par Zeus. Il serait intéressant de voir du coup, Nami réellement surpasser et pas avoir un moment spot intéressant, mais avoir son moment de A à Z vraiment intéressant. Voilà, je pense et surtout elle doit défendre les enfants. Elle a pas défendu les séraphins qui étaient des enfants, qui avaient un libre arbitre et tout, voilà, pour moi, c'est une incohérence à mes yeux. Mais je comprends qu'il y en a plein qui pensent pas comme moi et que je sois seul à le penser. Ça, c'est voilà. Mais là, actuellement, on est dans le cadre, d'enfants, on est dans le cadre d'un sujet qui la touche. Elle doit pas juste jouer un rôle d'appui, elle doit jouer son rôle majeur. Les rôles d'appui, de soutien doivent passer actuellement sur cette fin d'arc en rôle majeur, rôle important. En sachant qu'on atteint les 20 chapitres. Donc je pense sincèrement qu'il doit rester entre 10 et 15 chapitres avant la fin de cet arc. Donc du coup, ça va aller très vite. Et oui, 20 chapitres, où il s'est passé autant de choses en 20 chapitres. J'ai l'impression qu'en 20 chapitres, il s'est passé plus de choses qu'à tout Egghead. C'est complètement dingue. Alors c'est pas le cas, mais c'est une impression, c'est un ressenti, c'est la manière de lire et d'appréhender l'œuvre en tant que telle à l'instant T qui me donne cette impression-là. Je sais pas vous, mais ça me donne réellement ce sentiment-là. À voir maintenant comment les choses vont se développer par la suite. J'espère qu'on restera dans ce cas de figure-là. Gunko est face aux Mugiwara. Ce qui est intéressant, c'est que les géants, en termes de puissance, eux, sont face aux cauchemars qui ne sont vraiment pas forts finalement, on le voit. On arrive
à retirer ce côté puissance. Ils ont pas l'air de revenir facilement, ils ont pas l'air en tout cas d'être régénérés non plus, donc ils vont pouvoir rapidement, potentiellement venir à bout, à part s'il y a une plettre de cauchemars, un nombre quantitatif incroyable de cauchemars. En tout cas, voilà, c'est gérable. On sait qu'ils sont capables de gérer, qu'il y a pas de surprise. Donc là, actuellement, en termes de puissance, il y a pas de danger. C'est bon, le feu est maîtrisé et il y a plus de danger en termes de géants d'affrontements puissants, vu que Shamrock est parti en plus. Loki est en train de parler à la cool avec les Mugiwara, restant en bas. Donc ça reste un moment plutôt cool, un moment où on va apprendre des choses, des moments de révélation et pas d'affrontement, en tout cas à l'instant T, où est-ce qu'on en est. Et il va rester du coup les Mugiwara qui vont rentrer en confrontation avec les Chevaliers Divins, mais dans un jeu. Je ne pense pas qu'on va rentrer dans une confrontation de puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chevaliers Divins vont pouvoir perdre sans qu'ils soient décrédibilisés. Parce que ce qui est intéressant, ils vont perdre un jeu. Ça va pas être un bras de fer. Ça va pas être qui est plus puissant qu'un tel, donc tu as perdu. Non, tu as un jeu. Une fois qu'ils ont perdu le jeu, ils ont un objectif, c'est pas de vaincre les Mugiwara. Donc s'ils échouent dans leur objectif, ils partent. Ils ont perdu la partie, ils partent. Donc voilà. C'était tout pour moi, pour le chapitre du coup 1145 de One Piece. La ratiboiserie n'est jamais finie les refs. Prenez soin de vous. Je vous dis mercredi, du coup à ceux qui ont atteint, la vidéo jusqu'au bout, je vous dis mercredi à 17h pour la vidéo théorie sur Barbe Noire et je suis encore plus vicieux. Je vais vous demander, ceux qui sont restés jusqu'au bout en commentaire, de mettre la réponse 3 plus 3, c'est tout. 3 plus 3, c'est très simple, la réponse vous l'avez, mais juste en commentaire, voir ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est ceux qui ont mis, 6 tout simplement. Voilà. 3 plus 3 les refs?